aujourd'hui, c'est la review culturelle pour le mois d'août 2017. On commence en musique. Ce mois-ci, j'ai écouté le dernier album de Céline Dion qui s'appelle Encore un soir. Et je n'ai pas tellement aimé. Bon, il faut dire, je suis pas une très grande fan de Céline Dion, à part l'album qu'elle a enregistré avec Jean-Jacques Goldman qui s'appelait Deux. J'ai jamais tellement été touchée par sa musique, j'aime pas vraiment le personnage. Je trouve que sa voix est belle, mais elle me touche pas particulièrement. Et en plus, question musique, bof, ça m'a vraiment jamais emballé. Et ben, ça continue sur sa lancée. Ce dernier album, je l'ai trouvé complètement plat. J'ai trouvé que c'était de la soupasse au niveau musical. Les textes sont insipides. Vraiment, à un moment, elle massacre une chanson de Charles Bois qu'elle reprend. Et vraiment, c'est un pur massacre, vraiment. C'est le naufrage total. Je crois que c'est la chanson qui s'appelle Ordinaire. Ouais, c'est ça, Ordinaire. Et alors, c'est vraiment le massacre. Les seuls trucs qui tiennent à peu près la route, c'est le single qu'elle a sorti, qui s'appelle lui aussi Encore un soir, qui est pas trop mal. Et puis, il y a une ou deux chansons qui sont en hommage à son défunt mari, René Angélil, qu'elle a fait voilà, pour lui, à sa mémoire. Ça, c'est pas trop mal. Mais sinon, pour le reste, l'écoute est un petit peu difficultueuse, on va dire. En plus, elle fait des trucs super chelous avec sa voix. C'est bizarre, je sais pas, elle se sert drôlement de son outil vocal. Donc, pour moi, cet album, c'est pas top. Par ailleurs, j'ai écouté le dernier album des Corrs, le groupe The Corrs, qui s'appelle White Light, que j'ai bien aimé. C'est du bon Corrs. Je crois qu'ils se sont séparés pendant un certain temps, parce que c'est un groupe qui est formé par le frère et les trois sœurs. Voilà, c'est une famille, donc les Corrs, et ils s'étaient séparés, et ils se sont de nouveau retrouvés pour cet album-là, c'était il y a quelques temps déjà. Et donc ce dernier album qui s'appelle White Light est très bien, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'ils font, avec ce mélange de pop et de musique celtique traditionnelle, de musique irlandaise. Et voilà, c'est un très bon album qui est dans la lignée de In Blue, qui est pour moi le meilleur album des Corrs. Il est un peu moins bien, mais ça s'inscrit vraiment voilà, dans cette lignée. C'est quand même, si on aime les Corrs, cet album-là est tout à fait honorable. Au niveau culturel, ce mois-ci, j'ai été visiter l'île de Saint-Honorat. Alors, l'île de Saint-Honorat, c'est une des deux îles de l'Érins qui se trouve au large de Cannes. Il y a donc Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. Saint-Honorat est plus petite que Sainte-Marguerite, et le clou de l'île, c'est qu'il y a un monastère avec ses jardins, ses vignobles, et une tour en haut de laquelle on peut monter et qui offre un panorama à couper le souffle sur toute la baie de Cannes, et plus largement, on peut même voir jusqu'à Saint-Tropez s'il fait beau, et jusqu'à Monaco s'il fait beau aussi de l'autre côté. En ce qui concerne le monastère, il n'y a pas grand-chose à voir parce que c'est un monastère, donc il n'est pas vraiment ouvert au public. On peut juste voir la chapelle où se tiennent toutes les cérémonies des moines. Il y a une boutique où tu peux trouver les fabrications des moines, les vins, les confitures, les miels aussi, je crois. Et ce qui est surtout intéressant, c'est cette fameuse tour dont je te parle, qui était en fait l'ancien monastère, et ensuite ils en ont construit un autre un peu plus en retrait, un peu moins en fait vulnérable, un peu moins à découvert. Ils ont construit un deuxième monastère, mais on peut visiter l'ancien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut monter en haut, et quand on est là-haut, waouh, il y a une vue et un panorama absolument sublime, vraiment qui vaut le détour à lui tout seul. Donc j'étais ravie d'avoir pu aller contempler ce panorama éblouissant. Ensuite, au niveau culturel, toujours à Cannes, j'ai été visiter l'exposition sur Méliès qui se tenait dans le Palais des Festivals. Alors c'était une exposition gratuite qui était donc ouverte au public et qui était absolument prodigieuse parce que moi je pensais que ça allait être une petite expo, tu vois, avec trois quatre trucs, pas du tout. C'était vraiment une exposition, tout ce qu'il y a de... Enfin, ça, elle tenait vraiment bien la route. Ça suivait tout le parcours de Georges Méliès, comment est-ce qu'il en est arrivé à faire du cinéma, quels étaient ses trucs de création, quels étaient les ressorts de sa créativité, pourquoi est-ce qu'il a voulu créer ces mondes un peu oniriques, un peu fantastiques, un peu de science-fiction, tout ça. Et donc ça suivait vraiment tout son parcours créatif, c'était vachement bien fait. Et j'ai trouvé ça passionnant, j'en ai appris plus sur ce personnage que je connaissais pas forcément si bien que ça, Georges Méliès. Et c'est là qu'on se rend compte que ça a vraiment été un précurseur, un pionnier dans l'histoire du cinéma fantastique. Donc c'est un grand bonhomme, et j'étais ravie de voir cette expo au Palais des Festivals. Enfin, au niveau culturel, je suis allée voir l'expo qui se tient dans les jardins du Palais Royal à Paris et qui s'appelle Subodoré. Alors le principe, c'est qu'ils ont planté des boules en terre cuite, à l'intérieur desquelles se diffuse un parfum. Ils en ont planté comme ça 10 au milieu des jardins du Palais Royal, à côté des colonnes de Buren. Et donc chacune de ces 10 boules de terre cuite
est censé représenter un personnage célèbre de l'histoire de France. Il y a notamment Anne d'Autriche, Louis XIV, Richelieu, Monsieur le frère du roi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus qui y a d'autre. Enfin, peu importe, il y a 10 figures célèbres de l'histoire de France. Et le but est de proposer dans chacune des sphères une odeur qui est vraiment liée à ce personnage, qui l'évoque en quelque sorte. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est vrai que du coup on fait des connexions. Voilà, il y a Camille Desmoulins, et ben l'odeur qui est liée à Camille Desmoulins, personnage de la Révolution française, c'est quelque chose qui te fait penser à la mitraille, au coup de feu, à la Révolution. De la même façon, pour Molière, qui est une odeur qui m'a particulièrement plu, et ben l'odeur elle évoque le théâtre, les planches, le bois, la poussière, les livres. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est vraiment effectivement des évocations olfactives qui te restituent complètement le personnage dont il est question. Donc j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était juste voilà, génial d'inventivité, d'ingéniosité, de créativité. Enfin, j'ai été super fan de cette expo qui se déroulera, je crois, tout le mois de septembre. Donc il est possible d'y aller. C'est ouvert au public, c'est gratuit. Et c'est super sympa. Je sais qu'après, il m'a semblé avoir lu sur internet que suite à cette exposition-là, ils vont en refaire une autre qui concernera toutes les célébrités liées au jardin du Palais Royal, c'est-à-dire tous les gens qui auront vécu là, du style Colette, Jean Cocteau, etc. Ils vont refaire ce truc-là et je trouve vraiment que c'est une très très bonne idée. J'ai particulièrement aimé, comme je te disais, le parfum, si j'ose dire, enfin les fragrances qui sont liées à Molière et celles qui étaient liées à Louis XIV, qui étaient à base de jasmin, et comme j'adore l'odeur du jasmin, elle m'a particulièrement plu. Pas de cinéma ce mois-ci, on en arrive au livre. Ce mois-ci, j'ai lu Diva and Flea. C'est un livre pour enfants que j'ai trouvé dans la librairie Smith qui se trouve rue de Rivoli à Paris, qui est une librairie anglaise que j'adore. Je voudrais pouvoir vivre là-dedans, tellement c'est formidable cet endroit. Il y a des livres partout, des livres en anglais, il y a un rayon de livres pour enfants qui sont juste magnifiques. Vraiment, j'adore cet endroit. Et donc, j'y ai découvert ce truc-là qui s'appelle Diva and Flea, de Mo Willems et Tony Diterlizzi, l'auteur et l'illustrateur. C'est, comme tu vois, un livre donc pour enfants. Ça raconte l'histoire d'une amitié entre un chat de gouttière et un petit chien parisien qui est élevé dans un bel immeuble haussmannien. Et donc comment ces deux personnages un peu contrastés vont réussir à créer et à développer une amitié superbe et inconditionnelle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça me fait penser aux Aristochats, ce livre. Vraiment, les illustrations sont pleines de saveurs, sont pleines de charme, et vraiment ça fait penser aux Aristochats. Je crois que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Alors évidemment c'est en anglais, hein, donc c'est pour des enfants qu'on a envie de familiariser avec cette langue ou qui la maîtrisent un petit peu ou à qui on peut expliquer les choses. Voilà. C'est top, top, top. C'est tellement joli, c'est tellement plein de charme. Oh oui, ça aussi, voilà. Là, on se croirait complètement dans la maison de Madame de Bonnefamille, dans les Aristochats. Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce petit truc. Alors, évidemment, je suis un peu grandette hein, pour ce genre de truc, mais ça fait rien. Je suis quand même sensible au charme qui émane de ce genre de bouquin. Ensuite, au mois d'août, j'ai lu ça, Brigitte Bardot. C'est une biographie par Yves Bigot qui m'a à la fois plu et pas plu. Alors d'abord, je vais te parler de ce qui m'a moins convaincu dans ce truc-là. Je trouvais que parfois l'auteur était un peu lourdingue, il faisait preuve d'un humour rase-moquette, vraiment, voilà, toi, sous le prétexte que Bardot c'est un sex symbole et que donc c'était une très belle femme, tu vois, avec des formes avantageuses et que donc elle inspirait aux hommes comme ça des idées de sensualité et de plaisir charnel. Alors il nous fait pas mal de blagounettes, voilà, sur ça, je trouvais que c'était un peu lourdingue. Par ailleurs, des fois, j'ai trouvé que les anecdotes que l'auteur relate manquaient de pertinence. Tu vois, je te donne l'exemple qui me revient. À un moment, il te dit que dans le film En cas de malheur de Claude Autant-Lara, dans lequel Bardot joue avec Gabin, le personnage interprété par Bardot s'arrête à un moment devant une vitrine et elle regarde dans la vitrine, qui est un magasin qui vend des télévisions, elle regarde l'écran de télévision par la vitrine et elle regarde une émission par là. Et là, le mec te dit, voilà, de la même façon que le personnage de Bardot regarde cette émission par la vitrine du magasin, on se souvient que le petit Patrick Sébastien regardait lui aussi les émissions à travers la vitrine des magasins de son village et que c'est peut-être ça qui lui a donné l'envie de faire le plus grand cabaret du monde. Et là, tu te dis, ok, quel est le rapport? Quel est l'intérêt de parler de Patrick Sébastien quel est le lien entre le personnage de Bardot dans En cas de malheur et Patrick Sébastien et son enfance et sa vocation qui lui vient?
Voilà, alors je te donne cet exemple-là parce que c'est celui qui m'est resté, mais il y en a un peu partout. C'est un peu truffé de ce genre d'anecdotes et tu vois pas vraiment le lien qui se passe entre la vie de Bardot et puis voilà, des petites anecdotes qui déboulent comme ça, on sait pas trop d'où. Donc ça, c'est un truc qui de temps en temps m'a fait un peu décrocher. En outre, j'ai pas trouvé qu'il y avait une homogénéité dans l'écriture. Il a choisi d'évoquer la vie de Bardot selon des thématiques. C'est pas chronologique, c'est d'abord on parle de Bardot en tant que sex symbole, puis Bardot en tant qu'actrice, puis Bardot en tant qu'amoureuse, puis Bardot en tant que passionnariat des animaux, et puis enfin Bardot en tant que image symbole social de l'histoire de la France de la seconde moitié du XXe siècle et aussi un peu du début du XXIe. Pourquoi pas? C'est intéressant de fonctionner comme ça. Mais alors du coup, il y a des disparités entre les parties. Par exemple, tout ce qui concerne la vie amoureuse de Bardot, sa carrière au cinéma, c'était complètement chiant et plat. J'ai trouvé que il apportait rien de neuf. Donc moi qui connais par cœur la vie de Bardot, j'ai trouvé ça pas tellement intéressant. Il déroule les événements, voilà. Bardot a aimé Vadim, puis elle a aimé Trintignant, puis elle a aimé Sami Frey, puis elle a aimé Gainsbourg, puis elle a aimé Nino Ferrer. Bon, ok, c'est des suites d'événements, mais il n'y a pas vraiment d'analyse plus que ça, donc c'est pas très intéressant. Pareil pour sa carrière. Par contre, à partir de la moitié du bouquin, quand on en arrive à l'aspect plus sociétal de Brigitte et à son investissement dans le combat pour les animaux, là ça devient passionnant. Et là, l'auteur pose vraiment un regard qui est fouillé, qui est intéressant, qui apporte quelque chose, qui apporte un supplément d'analyse sur la vie de Bardot. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un peu mélangé ce que ce livre m'a fait. Ça m'a en même temps pas complètement passionné et puis en même temps il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment intéressants. Donc en fait c'est peut-être un livre qui est plutôt pour ceux qui connaissent pas très bien Bardot et qui ont envie de découvrir sa vie autrement que d'une façon purement chronologique. Ensuite, une petite rareté que j'ai découverte dans une librairie des musées parisiens, un petit flipbook sur Notre-Dame de Paris. Alors c'est vachement bien fait parce que d'un côté tu as la construction de la façade de Notre-Dame, tac 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 comme ça. Et alors de l'autre côté tu as la construction de Notre-Dame. Voilà, qui se fait comme ça. J'espère que tu vois quelque chose. Voilà, moi qui suis très grande amoureuse de Notre-Dame, j'ai été complètement emballée par ce petit flipbook. Si on aime Notre-Dame, ça franchement c'est indispensable. Ensuite, ce mois-ci, j'ai été en Bretagne et dans une brocante à livres, j'ai trouvé ce livre-là qui s'appelle Le Monde magique des fées, qui regroupe 4 récits de l'auteur Shirley Barber, qui est aussi l'illustratrice du recueil. Ce sont 4 récits absolument délicieux qui parlent de fées, de licornes, de sirènes. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les illustrations qui devraient faire le bonheur des petites filles. Si jamais tu as une fille qui aime les fées, tout ça, je pense qu'elle devrait adorer ce livre. Vraiment, les illustrations sont ravissantes. Vraiment, vraiment, voilà, là tu as un truc avec les licornes. J'espère que tu vois bien, je maîtrise pas forcément ce que je te montre. Attends, voilà, regarde avec les sirènes aussi, comme c'est joli. C'est vrai que je suis, comme je te disais, hein, même si je suis grande et que j'ai quand même largement dépassé l'âge des personnes auxquelles s'adresse ce genre de livre, je reste très sensible à ces univers-là, en fait, à tout ce qui touche l'enfance. Ça continue de beaucoup me parler et j'imagine aussi que ça inspire ma plume, très certainement. Voilà. Et je trouve que ce livre-là est particulièrement joli, vraiment particulièrement joli. C'est d'un truc que j'aurais adoré avoir quand j'étais gosse. Donc du coup, tu vois, je me rattrape et je me l'offre maintenant. En tout cas, très joli livre, Le Monde magique des fées par Shirley Barber, très joli livre que je recommande. Enfin, au mois d'août, j'ai lu ce livre de Jacqueline Kellen qui s'appelle Sois comme un roi dans ton cœur. Ce n'est pas un ouvrage qu'elle a écrit, c'est une suite d'entretiens qu'elle a eu avec Anne Ducrot et elle y parle de foi, de spiritualité, mais elle évoque la foi comme un cheminement individuel, c'est loin de tout dogmatisme et de tout prosélytisme religieux. Il n'est pas question de... Enfin, elle n'est pas en train de pousser vers la religion, elle est simplement en train d'essayer d'éveiller à la spiritualité chaque être individuellement, de l'amener à se questionner sur sa spiritualité, sur les élans qui peuvent l'amener à se réinventer, à se dépasser, à se transcender. Donc c'est passionnant, c'est à lire de toute urgence. C'est un livre inspirant à chaque ligne, qui pousse vraiment à révéler ce qu'on a en soi de plus lumineux. Et à ce titre, je trouve que c'est un livre indispensable. Enfin, j'en arrive au coup de cœur. Il y en a 2, ce sont des livres. D'abord, ça c'est aussi chez Smith, que j'ai trouvé ça à la librairie Smith rue de Rivoli. Ce livre-là, Beauty and the Beast, c'est le conte de Madame le Prince de Beaumont. Mais ce qui m'a emballé dans cette version-là, ce sont les illustrations d'une femme qui s'appelle Kinuko E. Craft. Voilà, tu vois,
c'est là son nom. Et alors, les illustrations sont, oh là là, breathtaking, tu vois, pour parler en anglais. J'ai été fascinée, je suis tombée dessus, coucou, je suis tombée dessus dans la librairie Smith et je n'ai plus pu lâcher le livre. Vraiment, je le trouvais tellement beau, mais vraiment tellement beau. Tu vois, elle a complètement donné une autre ambiance à ce conte de La Belle et la Bête. Elle l'a complètement réinventé. Ah là là, regarde ça. C'est beau, superbe, j'adore. Alors je suis très enthousiaste devant ce livre. Bon, comme en plus, j'adore ce conte-là. Ce conte est vraiment un conte qui a accompagné toute ma vie depuis que je suis enfant. J'adore ce conte-là. La Belle et la Bête, il a beaucoup d'importance pour moi. C'est comme Peter Pan ou le Magicien d'Oz. C'est des contes qui m'accompagnent vraiment depuis la prime enfance. Et je trouve merveilleux qu'elle se soit comme ça réappropriée cette histoire et qu'elle l'ait retraduite différemment. Voilà, j'adore ce truc-là. Donc voilà, La Belle et la Bête, grand coup de cœur du mois d'août. Et enfin, le deuxième coup de cœur, c'est marrant, hein, ce mois-ci on est très dans l'enfance. C'est ce livre-là qui s'appelle Le Dernier Elfe, d'une auteure italienne, Silvana De Mari. C'est une épopée fantasy. Alors tu vois, quand tu regardes le bouquin comme ça, tu te dis c'est pour les gosses, parce que ça a l'air d'être un truc genre Albin Michel jeunesse, bon là c'est la version poche, mais c'est du truc qui s'adresse a priori pour les enfants. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que je l'avais acheté, je m'étais dit bon, je vais voir ce que ça donne, je suis pas plus que ça férue de fantasy, les trucs genre Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est pas mon trip tellement, les trolls, les orques, je suis pas forcément très sensible, mais j'avais lu les premières pages de ce bouquin, et ça m'avait bien plu, je me suis dit je vais lui donner sa chance. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Quelle petite merveille que ce truc-là, mais quelle petite merveille, et je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus de ce livre-là. Il devrait honnêtement avoir le succès planétaire d'un Harry Potter, parce que il y a tout dedans. Donc, bah évidemment, c'est bien si on aime la fantasy, mais tu vois, moi j'aime pas la fantasy et j'ai été passionnée par ce truc-là. Donc il y a des orques, des elfes, des trolls, des géants, des dragons, des princesses. Ce qui est formidable, c'est que d'abord c'est magnifiquement écrit. Tu vois, c'est pas genre sous prétexte que c'est pour les gosses, la plume laisse un peu à désirer. Non, c'est magnifiquement écrit. Il y a une plume maîtrisée parfaitement. Il y a de l'humour, vraiment, on se marre. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Elle maîtrise à la fois tout ce qui est drôle, tout ce qui est émouvant, il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a de l'aventure, il y a de l'action, bref, il y a tout là-dedans. Les personnages sont charismatiques, ils sont bien plantés, ils ont de la substance, ils ont une histoire, chacun, rien n'est fait au hasard, rien n'est gratuit là-dedans. Enfin, je suis complètement emballée, j'adore, je sais qu'il y a une suite qui s'appelle Le Dernier Orc, que je vais me procurer et que je vais lire pour voir si ça me plaît autant que ça. Go and read it, because it is formidable. Voilà, c'était la review pour le mois d'août 2017. Sur ce, je te souhaite une bonne rentrée quand même, parce que c'est la première semaine de septembre, donc tous au boulot. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures vidéo de Caroline. Voilà, je t'embrasse. Mouah. Caroline? Oh, mon amour. Et en petit bonus, je te présente Kaline sur son sofa de princesse.